Je voudrais commencer par préciser que lorsque j'utiliserai les mots élection et les mots parlement, il faudra mettre des guillemets parce qu'il ne s'agit en aucun cas de véritables élections et d'un véritable parlement. Ceci dit, la seule chose que regarderont les oligarques européens le 9 juin au soir, date des élections européennes, ces oligarques et leurs agents dans les partis politiques et dans le clergé médiatique sera le niveau de l'abstention, uniquement le niveau de l'abstention. Pourquoi? Parce que les maîtres du système de l'Union européenne ont inventé cette fausse élection pour élire un faux Parlement afin de créer l'illusion de la démocratie. Le Parlement européen, en effet, n'a aucune des prérogatives d'un vrai Parlement. Et on peut dire d'ailleurs heureusement. Heureusement, parce que si tel était le cas, ces prérogatives ne pourraient exister qu'en remplaçant celles de l'Assemblée nationale. Ce serait alors une mise sous tutelle totale de la France, alors que cette tutelle n'est pour l'instant que partielle, même si elle porte sur des questions stratégiques, comme la monnaie, le contrôle des frontières, le commerce international, etc. Ce n'est pas le Parlement européen qui dirige le système de l'Union européenne. Ce sont les traités et le Conseil européen composé des chefs d'État et des pays membres de ce système. Les électeurs à l'échelle européenne, commence à bien comprendre le caractère antidémocratique de ce système. Depuis 1979, date de la première élection avec des guillemets européenne, ils votent de moins en moins car ils ne veulent plus participer à cette mascarade. En 1979, à l'échelle européenne, donc, 38% d'abstention, blanc et nul. En 2014, 57%, soit 19 points de plus. Hélas, en 2019, à l'occasion d'un déluge médiatique pro-européiste délirant, le taux d'abstention de blancs et de nuls baissait un peu à 49%. En France, les résultats restent meilleurs que la moyenne dans les pays membres de ce système. Et en 79, toujours, le taux des abstentions blancs et nuls n'était que de 39%, néanmoins légèrement au-dessus de la moyenne européenne. En 2014, le taux des abstentions blancs et nuls atteignait 59%, un excellent score de plus 20 points par rapport à 1979. Excellent parce que on gagne 20% d'abstention, 20% de citoyens qui prennent conscience de la farce électorale à laquelle on leur demande de participer. Malheureusement, comme au niveau du système de l'Union européenne, l'abstention, les blancs et les nuls régressait en 2019, la dernière élection européenne, à 49%. Félicitations à des pays comme la Slovaquie, qui ne manifestent que la plus profonde indifférence envers le système de l'Union européenne, avec 77% d'abstention blanc et nul. Félicitations également pour la République tchèque, 71%, la Slovénie, 71%, la Hongrie, 70%, le Portugal, 69%, etc. En 2024, il faudra donc absolument remonter la barre avec un score d'au moins 65% d'abstention blanc et nul en France. C'est possible. Quel sera l'intérêt en France et au niveau des pays membres du système de l'Union européenne d'un très fort taux d'abstention de blancs et de nuls? Il sera double. D'abord, il va permettre à tous ceux qui luttent depuis des années contre le système de l'Union européenne, en particulier ceux qui ont voté non au référendum sur le traité de Maastricht le 20 septembre 1992
et du 29 mai 2005 contre la Constitution européenne, référendum victorieux, de s'exprimer à nouveau et d'être cohérents avec leurs engagements. L'abstention permettra également aux jeunes générations qui veulent la paix, la liberté, la démocratie, la souveraineté et l'indépendance de la France, comme de tous les autres pays, dans une saine coopération avec les pays voisins et les autres, de refuser de participer à ce simulacre électoral. L'abstention permettra aussi à tous ceux qui se réclament du souverainisme de rester au contact de la majorité des citoyens qui vont s'abstenir. Souverainistes, ne vous divisez pas en de multiples nano-chapelles. Ne vous isolez pas. Si vous parvenez à monter des listes pour cette pseudo-élection, ce qui est loin d'être acquis, vous ne pouvez pas espérer faire des scores significatifs. Alors, à quoi serviront ces listes, de telles listes? L'expérience des dernières élections européennes le prouve. Ce sera le ridicule et la déception. Ne mélangez pas vos voix avec les eurolâtres de tout poil. Abstenez-vous. Participez à la campagne de boycott. Le deuxième intérêt de s'abstenir aux élections européennes du 9 juin sera de freiner la folie guerrière qui est en cours afin d'envoyer un message de paix. Les oligarques européens viennent de ressortir un slogan vieux de plus de 10 ans qui s'intitule « Saut fédéral européen ». Ils organisent un climat de peur autour d'une prétendue menace russe contre les pays membres du système de l'Union européenne. Macron veut envoyer la jeunesse française se faire tuer, non pas pour Kiev, mais pour Washington, qui tire les ficelles en faisant faire la guerre à sa place par le malheureux peuple ukrainien. La menace russe sur les pays membres du système de l'Union européenne n'existe pas. Elle est fabriquée de toutes pièces pour inquiéter les populations. Et pour profiter de la situation angoissante qui en résulte, afin de réduire encore plus les droits sociaux, les libertés et la démocratie dans les pays membres du système de l'Union européenne. C'est le chantage à la guerre. Seul un niveau record d'abstention, de blancs et de nuls, permettra d'envoyer un message clair pour la démocratie et la paix. Aucune liste en concurrence à l'occasion de cette fausse élection ne peut porter seule et incarner cette ambition. Alors le 9 juin, abstenez-vous et plus encore, participez à la campagne de boycott de cette élection qui est en train de s'organiser. Le RPS fier, ça signifie Rassemblement du peuple souverain pour une France indépendante et une république sociale. C'est tout un programme. Nous sommes conscients de la mascarade des élections européennes et nous appelons les citoyens à refuser de voter pour ce scrutin, car la manipulation consiste à faire croire aux citoyens qu'ils vont voter pour une instance démocratique qui leur veut du bien, pour un Parlement qui ne fonctionne absolument pas comme le Parlement français, car c'est la Commission européenne qui concentre tous les pouvoirs, c'est-à-dire le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif. Quand on sait en plus que le dogme économique et politique néolibérale est inscrit dans le traité qui fonctionne comme une constitution, on n'est pas loin d'une forme de dictature. Et cette France, elle a déjà perdu sa souveraineté. Par exemple, tous les 6 mois, le gouvernement reçoit une feuille de route. Dans le langage européen, ça s'appelle une recommandation, qui est en réalité une injonction. Toute la politique des chefs d'État, toutes les réformes antisociales, régressives, on les retrouve là dans les recommandations, et conformément à la loi néolibérale du grand capitalisme
qui ne fait qu'essorer les peuples en réduisant année après année leurs droits sociaux. Aujourd'hui, nous avons affaire à un autre danger qui menace directement notre pays, notre nation, risque de disparaître à terme dans un espace beaucoup plus grand et avec elle tout ce qui fait sa spécificité, son histoire singulière, ce qu'elle représente dans le monde, nos principes et nos libertés républicaines, la laïcité, sa culture, sa langue, toutes les grandes avancées sociales et culturelles mises en place par le programme du Conseil national de la résistance ou ce qu'il en reste aujourd'hui. La France, de par son histoire, est une menace pour le néolibéralisme et il fallait la neutraliser. Mais c'est difficile de démanteler un pays comme la France, de le déstructurer, de le déterritorialiser, de casser son unicité qui fait son originalité et sa force. Qu'y a-t-il de commun entre les Bretons, les Alsaciens, les Provençaux? Une histoire et une organisation républicaine. Les politiques sont souvent les maîtres du temps long. Depuis 40 ans, un drame se joue en 5 actes dans le dos des Français. Par exemple, le principe républicain fondamental du traitement égalitaire pour chaque citoyen sur tout le territoire a quasiment disparu. Et il risque de disparaître totalement avec la fédération européenne qui nous attend au tournant de ce scrutin. L'idée de la fédération européenne n'est pas nouvelle. Monnet était un admirateur de la Constitution fédérale américaine. Aujourd'hui, on ne parle plus du territoire, mais on entend à tout bout de champ parler des territoires, et ce n'est pas innocent. Le démantèlement de la nation commence par les lois Defferre en 82-83. C'est l'acte 1, c'est le volet institutionnel. Les communautés de communes apparaissent avec les régions qui fonctionnent non pas comme des provinces, mais comme des entités politiques. On raconte aux citoyens que l'on va les rapprocher des lieux de décision. Faux, c'est le contraire qui se passe. Et les communes délèguent leurs compétences au niveau supérieur avec un système de cliquet qui fait que ça ne revient jamais. Aujourd'hui, dans les communes, on ne sait plus très bien qui fait quoi. Et les dotations aux communes ont été réduites. Le désengagement de l'État n'est pas facile et les petites communes sont en difficulté. L'instauration d'une fédération européenne fonctionnera de la même manière. Le Parlement français transférera ses compétences à l'échelon au-dessus, à l'échelon fédéral. L'acte 2, c'est le volet constitutionnel. On a modifié l'article 1 de la Constitution en 2003. On ajoute « son organisation est décentralisée ». La France, article 1, la France est une république indivisible et ça se termine par « son organisation est décentralisée ». Personne ne remarquera que cette proposition vient ruiner l'expression « la France est une république indivisible ». L'acte 3, le traité néolibéral est introduit dans notre Constitution, qui se passe en 2 temps. Un, le référendum du 29 mai 2005, mais là, avec 70% de participation, les Français disent non à 55%. C'est un coup de tonnerre européen et mondial, qu'à cela ne tienne. Il suffit d'un coup d'État, d'une supercherie organisée par M. Sarkozy et les trahisons au Parlement réunis en congrès, voilà, et le traité bis, Giscard d'Estaing dira que c'est une différence cosmétique entre le TCE, où on a dit non, et le TCE bis. En 2014, le président Hollande met sur pied les grandes régions et les euro-régions à l'échelle des Länder. C'est la loi NOTRe, on y rajoute les métropoles, et les euro-régions constituent un bon moyen de gommer les frontières. Les régions récupèrent les principales compétences, elles reçoivent directement des ordres de Bruxelles, ainsi que les fonds européens. L'acte 4, c'est Macron qui va s'y coller, et Jacqueline Gourault, ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales.
C'est la loi 3DS. Décentralisation, déconcentration, différenciation, ça c'est nouveau, et simplification. L'acte 4 donne encore plus d'autonomie aux régions, de mise en place de projets qui sortiraient du cadre normatif, c'est-à-dire de la loi nationale. L'acte 4 permet d'unifier et de créer la collectivité européenne d'Alsace, une eurorégion qui échappe en partie au national, alors même qu'en 2013, les Alsaciens avaient refusé. Finalement, en France, tout est prêt pour le saut fédéral, ou presque. Alors, on a créé entre-temps donc les trains régionaux, les TER, les agences régionales de santé. Par exemple, le bac national a été supprimé. Le bac n'est plus qu'un diplôme de lycée, pas de région, pas de département. C'est un diplôme de fin d'études du lycée dans lequel vos enfants ont fait des études. Il existe à Marseille, par exemple, une expérience de plusieurs centaines d'écoles qui fonctionne de façon expérimentale, un peu à l'anglo-saxonne. Les routes nationales n'existent plus. Depuis la loi de décentralisation du 13 août 2004, de nombreuses routes nationales ont finalement été transférées aux routes départementales, enfin au département, et depuis, en prélude de la loi de 3DS, les départements ont récupéré, les régions et les départements ont récupéré les routes nationales. Et, attention, par ailleurs, Éric Woerth est en charge d'un dossier d'approfondissement de la décentralisation, préparant l'acte 5. L'acte 5, c'est quoi? C'est le saut fédéral et la fin de la France. Notre gouvernement Macron a pour rôle la liquidation de notre nation, qui par ailleurs a été fortement diminuée sur le plan de la production industrielle et agricole. Si les paysans sont vent debout aujourd'hui, c'est qu'ils ont compris la manœuvre. L'Assemblée nationale, par ailleurs, a voté la résolution européenne le 29 novembre 2023. C'est d'une logique et d'une organisation implacable. En fait, les élections européennes de 2024 constituent une triple arnaque. Attention. D'abord, c'est faire croire une fois de plus aux citoyens que le Parlement européen est une instance démocratique au service des peuples, alors qu'elle n'est qu'une chambre d'enregistrement des lois au service des lobbies, des multinationales, des milliardaires, quoi, du grand capital. Deuxième escroquerie, et pas des moindres, faire disparaître la France, la rebelle, les Gaulois réfractaires, dans un espace fédéral beaucoup plus grand, éloignant encore davantage les citoyens des lieux de pouvoir et ainsi gommer l'histoire républicaine singulière de notre pays. On le voit dans l'histoire que les frontières ne sont pas inamovibles. Troisième du prix, l'Europe de la paix qu'on nous a vendue. Entraîner les pays européens élargis à d'autres dans une guerre contre la Russie au service des USA en déclin. L'Union européenne fonctionne comme un cheval de Troie pour l'impérialisme américain. Que dit l'article 42 dans le TUE? Les États membres s'engagent à améliorer progressivement leurs capacités militaires. Bon. Et dans le traité d'Arendt, c'est-à-dire le traité d'Aix-la-Chapelle de 2019, passé entre la France et l'Allemagne, la partie la plus importante et la toute première, c'est le volet défense et militaire. L'Europe souveraine est un oxymore, car c'est la fin des États-nations. Avec le passage à la fédération, c'est la fin de la fédération, de la nation française et de toutes ses institutions. La seule façon d'agir, c'est le boycott massif pour que personne ne puisse affirmer que le vote aux européennes correspond à un plébiscite. C'est pourtant ce qu'attend Macron et les autres chefs d'État. Pourquoi? Parce que les Français ont un rôle particulier à jouer, car tous les peuples savent qu'en 2005, les Français ont rejeté massivement le traité européen à 55%. C'est par un coup d'État en 2008 que le gouvernement a annulé ce vote de ce référendum de 2005 qui entravait la bonne marche vers le fédéralisme européen. Attention, le scrutin européen de 2024 est un piège. Plus les citoyens iront voter, plus ce vote se retournera contre eux
car la fédération se refermera sur les peuples pour mieux les étouffer et les engager dans une guerre qui n'est pas la leur. Citoyennes, citoyens, chers amis, chers camarades, bonjour à toutes et tous. Le PRCF, comme lors du scrutin européiste de 2014, du scrutin européiste de 2019, parce que nous refusons de parler d'élections européennes pour un peuple européen qui n'existe pas, un Parlement européen qui n'a absolument aucune légitimité, eh bien, le PRCF appelle une fois de plus au boycott de cette mascarade, comme cela d'ailleurs a été très très bien dit par les différents intervenants précédents. Je ne vais pas revenir sur ce qui a été dit à propos du sceau fédéral européen, que nous partageons totalement, puisque nous le combattons au PRCF, c'est-à-dire la disparition de la souveraineté nationale populaire. Faut-il rappeler d'ailleurs une souveraineté nationale qui a été obtenue à travers les grands combats révolutionnaires, ceux de 1789-1793, ceux de 1848, la Commune en 1871, et puis bien sûr le Conseil national de la Résistance, qui, à propos duquel d'ailleurs il faut signaler, eh bien, nous approchons du 80e anniversaire de son programme qui avait été adopté le 15 mars 1944 et qui s'intitulait Les Jours heureux. Alors, le moins que l'on puisse dire, c'est que 80 ans après, nous sommes surtout dans les jours malheureux. Malheureux pour les travailleurs, malheureux pour les citoyens de France, et pas seulement de France d'ailleurs, de tous les pays membres de l'Union européenne, qui peuvent constater que cette Union européenne, en réalité, consiste à mettre à mort non seulement l'ensemble des conquêtes sociales, des différents acquis qui ont été obtenus, souvent par le prix, encore une fois, du rapport de force de la mobilisation des travailleurs, mais également la fin de la démocratie. Parce que n'oublions pas, et cela a été évoqué, la fameuse date du 29 mai 2005, lorsque 55% des Français et 80% des ouvriers, des paysans ont rejeté massivement le traité établissant une constitution pour l'Europe. Eh bien, n'oublions pas que ce TECE a été adopté, ratifié par voie parlementaire le 4 février 2008. Autrement dit, ce jour-là, les parlementaires en France, en incluant d'ailleurs le Parti socialiste notamment, ont clairement affirmé qu'il n'y a plus de démocratie en France. Donc, qu'est-ce que ce scrutin européen, si ce n'est que la nécessité pour l'oligarchie en faveur de l'axe UE-OTAN qui est au pouvoir depuis plus de 40 ans à présent, depuis ce qui a été faussement appelé le tournant de la rigueur, en réalité un aboutissement déjà préparé de longue date pour soumettre l'ensemble des conquêtes sociales et des souverainetés nationales aux desiderata des grandes forces capitalistes d'Europe, eh bien, en réalité, ce scrutin est là pour approuver définitivement la disparition de la France, de l'ensemble des conquêtes sociales qui ont été obtenues par le prix du sang, et donc de la possibilité pour les citoyens et les travailleurs de ce pays de pouvoir choisir librement leur destin. Et il faut quand même rappeler, parce que n'oublions pas que c'est très concret ce que nous disons, que si on prend rien que l'année 2023, ce qui est appelé la réforme des retraites, autrement dit une contre-réforme, la destruction des retraites, a été très clairement recommandée par l'Union européenne du capital, et ce depuis au moins 2019. Et que dès lors, vouloir nier le poids de cette Union européenne, comme le font malheureusement les directions euroconfédérales des syndicats, ou comme le font les directions de partis dits de gauche, qui font croire à la possibilité de construire une Europe sociale, une Europe des gens et pas de l'argent, les États-Unis d'Europe socialiste même pour certains groupes. Eh bien, tout ceci soit ment en toute connaissance de cause, soit trompe les travailleurs et les conduisent dans une terrible impasse. Et il faut rappeler à ce sujet qu'en réalité, l'argent qui existe au niveau de l'Union européenne est mis non pas au service des salaires, mais comme cela a été dit précédemment, de la guerre. Il faut quand même rappeler que le commissaire européen à l'industrie de la défense, Thierry Breton, a clairement annoncé la volonté de créer un fonds commun de 100 milliards d'euros pour bâtir une Europe de la défense, puisque selon le ministre allemand de la Défense, Boris Pistorius, l'Europe doit être prête d'ici 5 à 8 ans à faire la guerre, éventuellement, comme cela a été dit précédemment, face à la Russie, pourquoi pas d'ailleurs à la Chine. Autrement dit, autant d'argent enlevé au service public, autant d'argent enlevé de service public qui d'ailleurs s'appelle service d'intérêt économique général dans les traités de l'Union européenne, autant d'argent enlevé aux conquêtes démocratiques, au code du travail, aux retraites par répartition, à la sécurité sociale. Bref, l'Union européenne est un projet qui est à l'encontre
à l'encontre du programme du Conseil national de la résistance du CNR, que Macron a voulu célébrer en instrumentalisant, vous vous en doutez bien, au moment de la panthéonisation de Missak Manouchian le 21 février 2024. Mais très clairement, ce que nous disons aux travailleurs, aux citoyens de ce pays, si vous voulez retrouver la possibilité d'avoir de véritables conquêtes sociales, de sauver le peu de liberté démocratique qui existe encore dans ce pays. Car il faut rappeler également que l'Union européenne favorise ce qu'au PRCF nous appelons l'eurofascisation, c'est-à-dire l'arrivée au pouvoir de l'extrême droite partout, en Italie, aux Pays-Bas et bientôt en France. Eh bien, si vous voulez sauver ceci, délégitimer l'ordre euro-atlantique dans lequel nous pousse Macron et tous les eurogouvernements successifs depuis 40 ans. Délégitimer l'UE, c'est également délégitimer Macron. Délégitimer l'UE, c'est également délégitimer l'extrême droite qui se dit patriotique et qui, en réalité, est prête à défendre une Europe civilisationnelle sur des bases dites judéo-chrétiennes face aux périls extérieurs, tout en continuant la destruction des conquêtes sociales qu'elle approuve clairement. Et puis, c'est délégitimer toute cette fausse gauche. Tous ceux qui expliquent qu'il est possible de faire une Europe sociale, alors que François Mitterrand, en mars 1983, disait déjà « Je suis partagé par deux ambitions, la construction européenne ou la justice sociale ». Eh bien, nous avons choisi. C'est la justice sociale, c'est la souveraineté et l'indépendance nationale, et c'est la possibilité ouverte pour les travailleurs de véritablement redevenir maîtres de leur destin et, en ce qui concerne le PRCF, de marcher vers la rupture avec le capitalisme qui est indispensable si nous voulons échapper à la guerre. Le 9 juin prochain, boycott citoyen massif. Nous comptons sur vous et rejoignez la campagne en mouvement pour ce boycott citoyen massif qui est en train de se constituer. Donc bonjour à tous et à toutes, à vous qui nous écoutez, qui prenez ce temps et qui, nous l'espérons, partagerez cette vidéo, puisque finalement, alors que les abstentionnistes comptent au moins 50% de la population inscrite sur les listes, eh bien, elle n'a pas de voix, elle n'a pas accès à l'expression. L'Union européenne, en fait, démontre au quotidien depuis des décennies que son véritable fonds de commerce, c'est d'organiser le chaos. Et cela depuis sa création par les fameux pères de l'Europe, dont nous avons la preuve désormais qu'ils étaient des agents directs des États-Unis. Ce sont des faits avérés et documentés par les archives officielles. Oui, l'UE crée le chaos. C'est un vol en bande organisée de toutes les souverainetés des citoyens qui sont littéralement englués dans un système opaque, pervers et antidémocratique. Le Parlement européen, lui, et pour lequel on nous appelle à voter, est un leurre, un hochet servant à masquer les pleins pouvoirs tenus par la néolibérale technocratie. En réalité, les eurodéputés, pour lesquels, je le répète, on nous appelle à voter, sont comme des chevaux de bois d'un manège. Ils sont rivés au sol et ils tournent en rond. Le pire est sans doute qu'ils se croient vivants et utiles. Or, il leur suffirait de lire le traité de fonctionnement de l'Union européenne pour comprendre qu'ils ne sont que des marionnettes destinées à masquer la nature de l'UE. La nature de l'UE qui est un véritable clergé du libre-échange au service du capitalisme mondialisé. En fait, les eurodéputés sont les complices d'un système profondément néfaste pour les peuples et pour les nations, en toute matière, dans tous les domaines et depuis le début. Alors, pour s'en convaincre, accordons quelques instants à la colère des agriculteurs français, mais aussi la colère des agriculteurs belges, allemands, néerlandais, polonais, tous pris en tenaille entre la concurrence internationale européenne et la PAC, la fameuse
politique agricole commune. L'UE, par le biais de la PAC, attribue les financements sous condition, décide des cultures à mettre en terre, des semences et des engrais. Et la même Union européenne signe à tour de bras des accords de commerce internationaux qui tuent par une concurrence déloyale les agriculteurs. Elle les prive de la liberté de décider des prix de leur production parce que les prix virevoltent au gré des marchés et de la grande distribution. La carotte, le maïs et la betterave sont cotés en bourse. Le poulet ukrainien à pas cher trône dans les restaurants d'entreprise. Les multinationales d'engrais ont envahi le monde. Résultat, une bonne partie des agriculteurs français a rejoint la cohorte des précaires, des chômeurs en fin de droit, des jeunes sans perspective et de tous ceux qui ne vivent plus de leur salaire. Mais qui a décidé de quoi? Qui signe des accords de commerce internationaux? Qui publie les recommandations pour chaque pays? Qui décide pour les agriculteurs, pour les salariés, les ouvriers, l'industrie, les budgets nationaux, pour la santé, pour toutes les politiques à mener? La Commission européenne, le Conseil européen. Qui se couche et se tait? Les eurodéputés, véritables collabos d'un système qui écrase, qui paupérise, qui organise le chaos des nations et qui brise les peuples. Et on nous demande d'aller voter pour que ce massacre continue. Nous le proclamons haut et fort. Le Parlement fantoche européen ne passera pas par nous. Le 9 juin, nous appelons à une abstention massive de tous les Français en colère. Et ils sont nombreux. Nous les appelons à rejoindre la campagne de boycott au nom de la citoyenneté, de la souveraineté populaire et nationale. D'avance, merci. Chers amis, chers camarades, à vous, la jeunesse de France. Depuis des années désormais, notre pays est sous la coupe, et c'est le moins qu'on puisse dire, de l'Union européenne supranationale qui impose la mondialisation capitaliste aux nations et aux travailleurs d'Europe, mais aussi de l'OTAN, son bras armé piloté par les États-Unis qui exporte ses guerres potentiellement mondiales et désormais nucléaires jusqu'aux portes de la Fédération de Russie, voire jusqu'en mer de Chine. De coupe, il en est également question lorsque notre pays, la France, se voit mise en pièces par les règles euro-austéritaires qui s'imposent à tous les services publics. Il en est de même pour la découpe de notre unité nationale, lorsqu'au prétexte de construire l'Europe des sans-drapeaux de sinistre mémoire, on construit des landers à la française et on jette en concurrence les régions les plus riches contre les régions les plus pauvres de France, détruisant au passage la solidarité nationale. Enfin, nous constatons toutes et tous aujourd'hui les méfaits des politiques de l'euro-mondialisation capitaliste sur le climat et sur celui de notre pays plus particulièrement. C'est l'avenir donc de tout un pays qui est en jeu, c'est donc l'avenir de la jeunesse de ce même pays qui l'est tout autant. Qu'en sera-t-il de cette jeunesse française si ses diplômes n'ont pas la même valeur selon qu'ils viennent de Bretagne ou d'Auvergne? Qu'en sera-t-il de cette jeunesse française si son pays n'offre plus les mêmes possibilités et les mêmes services publics selon qu'il habite en Alsace ou en Aquitaine? Qu'en sera-t-il de sa liberté de déplacement, de sa légitime envie de découvrir son pays? Ou plus, si celui-ci n'offre pas les mêmes chances ni les mêmes degrés de développement? Et qu'en sera-t-il de cette jeunesse française le jour où, formée par le service soi-disant national universel à obéir à l'ordre euro-atlantique et à l'intégration de notre armée à l'OTAN, quand elle sera appelée à participer d'une manière ou d'une autre aux guerres nord-américaines par Ukrainiens interposés à l'est de l'Europe? L'Union européenne ne nous offre aucun avenir, nous la jeunesse de France. Pire, elle le condamne en précipitant notre pays aux portes d'une nouvelle guerre mondiale. C'est pourquoi, pour donner un coup d'arrêt au développement mortifère de la ainsi dite construction européenne, la jeunesse pour la Renaissance communiste en France s'engage et appelle tous les jeunes de France, et plus particulièrement les jeunes travailleurs, ouvriers, employés, mais aussi les étudiants et salariés, à ne plus donner aucune légitimité à cette Union européenne qui emprisonne les peuples et détruit de 1000 façons notre pays et notre avenir, ni à l'OTAN qui ne cherche qu'à embraser la planète de manière guerrière, et donc à boycotter
boycotter le scrutin européiste du 9 juin prochain. Pas une voix de la jeunesse française pour l'Union européenne le 9 juin prochain. Je vous remercie.